Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette séance de la Commission de l'aménagement du territoire du 21 septembre 2023. On a la chance aujourd'hui d'être en très grand nombre. Avant de commencer la tournée de présentation, vous allez voir, on a beaucoup de beaux monde autour de la table aujourd'hui. Je tiens quand même à rappeler que la Commission de l'aménagement du territoire, qui c'est en public, est une commission consultative. Donc, on est là pour donner des recommandations au conseil municipal. Toutefois, vous allez voir qu'aujourd'hui, dans notre principal dossier, on a deux dossiers, mais dans le dossier de la location de chambre, qui sera notre premier dossier, nous sommes seulement en orientation. Donc, ce n'est pas un dossier pour lequel on émet des recommandations officielles aujourd'hui. On est encore en discussion et c'est entre autres pour ça qu'on a beaucoup d'invités avec nous aujourd'hui pour alimenter ces discussions. Alors, sans plus tarder, je me présente, Geneviève Laroche, je suis conseillère municipale du district d'Ascot, mais aussi présidente de la commission de l'aménagement du territoire. Je vous présente les membres de la commission rapidement. Donc, à ma droite, j'ai Mme Fernanda Louz, conseillère du district du Carrefour, M. Claude Charon, conseiller municipal de Lennoxville. À ma gauche, Mme Christelle Lefebvre, qui est conseillère municipale de Saint-Élie. Membre qui est absente aujourd'hui, Mme Danielle Bertol, qui est aussi vice-présidente de la commission, qui ne pouvait être ici pour d'autres engagements importants. À mes côtés aussi, M. Yves Tremblay, qui est directeur du service de la planification et de la gestion du territoire. Ensuite, j'ai aussi Mme Véronique Anger, qui est directrice adjointe, je veux dire, qui est directrice générale adjointe à la ville de Sherbrooke, pardon. Je l'avais dit que j'aurais de la misère avec certains titres. J'ai aussi beaucoup d'autres employés à présenter qui font partie des équipes de la ville. D'abord, devant moi, Mme Sophie Bussière, qui est secrétaire de direction et qui va être valeureuse et prendre bien des notes. Alors, si jamais elle a besoin de nous faire répéter quelque chose, elle pourra nous faire un signe. Ensuite, mon Dieu. OK. En termes de conseillers, je vais commencer par les autres conseillers municipaux. On a avec nous Mme Annie Godbout. On a Mme Hélène Dauphinet. On a avec nous aussi Mme Joanie Belrose et on avait Mme Le Tarte-Lavoie, je crois, avec nous aussi. Et à distance, nous avons M. Gingres, M. Kibonge et M. Deneau. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Et je termine avec les employés. Ça fait vraiment une belle brochette de présentation. Donc, on a Mme Lynne Dansereau, qui est chef de division planification, réglementation et patrimoine. On a avec nous Mme Stéphanie Côté, qui va nous présenter le dossier pour la location de chambre, qui est agente de projet en urbanisme. Ensuite, on a beaucoup de personnel aussi de soutien. On a Mme Lydia Lacaire, qui est au service juridique. Je ne connais pas votre titre précis. Comment? Conseillère principale au greffe, pardonnez-moi. Madame Prisca Gilbert, j'ai toujours de la difficulté. Dites-le donc, votre titre. Conseillère principale au contenu, Mme Marie Massé, qui est chargée de projet en urbanisme, M. Benoît Lapointe, également chargé de projet en urbanisme, et qui n'est pas... Je l'ai dit. Oh oui, oui. Je pense n'avoir oublié personne, sauf nos invités que je vais présenter dès le premier point. Donc, donnez-moi quelques instants et je vais vous présenter en introduisant le point. Donc, avant de commencer avec le fameux dossier, est-ce que l'ordre du jour vous convenait pour les membres de la commission? Merci. Vous avez aussi eu le temps de prendre en compte le procès verbal. Est-ce que le contenu du procès verbal était à votre convenance et fidèle? Merci beaucoup. Ce qui nous amènerait donc au point 7.2.1, le point de la location de chambre, mandat pour procéder à une modification réglementaire. Comme je le disais tantôt, on est encore en orientation. On a eu une première séance de débroussaillage en atelier de travail. C'est la première fois qu'on se retrouve en public. Donc, on va venir ici avec quelques grandes lignes directrices qu'on avait données lors du premier atelier de travail, venir préciser certaines propositions et ensuite pouvoir en discuter. Donc, pour se joindre à nous, parce que la location de chambre, ça a beaucoup, c'est une des façons qu'on peut avoir pour mettre à disposition des logements rapidement. On sait qu'on est actuellement en crise du logement. On sait qu'au niveau étudiant aussi, on a de grands besoins, de plus en plus d'étudiants qui peinent à trouver des logements, mais ce n'est pas que pour les étudiants. Mais en même temps, on a besoin, pour faire face à la crise du logement, de trouver plusieurs stratégies. On a parlé des logements additionnels cette semaine. La location de chambre est une autre façon de
s'attaquer à la problématique. Il n'y a pas une de ces solutions-là, je pense, qui peut régler tous les problèmes. C'est en faisant vraiment, en utilisant plusieurs de ces stratégies-là qu'on va arriver à faire face à la crise du logement. C'est pour ça qu'on est avec nous aujourd'hui. Là, je vous les présente brièvement. Donc, on avait Mme Jocelyne Fauché, qui est secrétaire générale et vice-rectrice à l'Université de Sherbrooke. On a Mme Amélie Tremblay, qui est coordonnatrice aux affaires étudiantes et communautaires au Cégep de Sherbrooke. On a Mme Isabelle Gendron, qui est agente du service de police, qui est très impliquée aussi dans la communauté. Nous avons ici M. Jacob Fontaine, qui est vice-président aux affaires externes de la FEUS, et il est accompagné de M. Léo Boivin, responsable des affaires politiques à l'AGES. Donc, je n'ai oublié personne. On serait prêt à rentrer dans le vif du sujet. Il va y avoir une courte présentation des différents éléments dont on a discuté lors de la dernière commission et ensuite, on va procéder aux échanges. Pour mes collègues conseillers, conseillères, je vais tenter quand même de donner la voix aussi à nos invités. Ce ne sera probablement pas la dernière séance parce qu'on a 1 heure. C'est très court pour parler d'un sujet aussi important. Ce qu'on veut aller chercher, c'est un petit peu des orientations. On veut aller chercher aussi des états de fait pour pouvoir le considérer pour la suite du dossier. Donc, c'est parti. Je vous cède la parole, Madame Côté. Oui, merci beaucoup. Je vais juste faire 2 petites mises en garde là, rapidement avant de commencer. Ça se peut qu'il y ait des petits changements qui aient été faits par rapport à la version que vous avez reçue parce que nous, on continue toujours de travailler, on a des nouveaux éléments, donc on les intègre autant qu'on peut. Et l'autre mise en garde, c'est que je vais vraiment faire un survol. Je vais courir à travers ma présentation parce que je sais que ce que vous voulez, c'est entendre les intervenants et pas tant m'entendre moi aujourd'hui. On aime vous entendre aussi, là. Oui, oui, non, je comprends, mais je suis pas si intéressante. Bon, bref. Je vais juste, les pistes d'amélioration qui ont été soulevées lors du dernier atelier qui était le 1er juin dernier. Donc, on avait mentionné que le propriétaire de la résidence soit occupant, d'enlever toute disposition du schéma, de mettre un maximum de cases de stationnement et d'éliminer le minimum. On voulait uniformiser aussi sur tout le territoire afin de faciliter la gestion de la location de chambres. Donc, on parle au niveau des normes d'application. On voulait augmenter aussi le nombre de chambres louées par résidence et aussi faire la promotion de la location de chambres partout sur le territoire pour pas que ça soit limité dans certains secteurs finalement, que tout le monde sache que ça peut se faire sur l'ensemble du territoire. Donc, je vais passer les normes qu'on avait déjà regardées. Donc, pour le schéma d'aménagement, je pense qu'il y avait quand même consensus pour dire qu'il fallait enlever ça du schéma, que ce n'est pas un élément de planification, c'était vraiment trop spécifique. Donc, la recommandation, évidemment, c'est de maintenir ça. Il faut juste avoir en tête qu'il y a des délais au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on peut penser à un 8 à 12 mois de délai là, pour modifier le schéma d'aménagement. Ensuite, pour le règlement numéro 1 général qui s'applique seulement à l'ancien territoire de Sherbrooke, on vous recommande évidemment d'enlever tous les articles qui sont présents à ce règlement pour appliquer seulement les normes au règlement 1200 de zonage et de lotissement. Ce que ça implique présentement, c'est qu'on émet des permis annuellement pour chacune des demandes de location de chambre. Donc, c'est environ 300 demandes qui doivent être renouvelées annuellement. Donc, on vous recommande évidemment là, d'enlever ça, en fait, et d'y aller vraiment avec un certificat de changement d'usage pour permettre l'usage. Ça va alléger énormément les inspecteurs et ça ne sera pas renouvelable annuellement. En fait, ça va être on demande une fois le certificat, puis ensuite, tant que l'usage est fait, on peut le conserver. Même Juste en chose. précision, quand Oui. on en avait parlé en atelier, c'est pour réinvestir ce temps-là, entre autres, des inspecteurs pour plutôt aller sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de temps qui est pris pour gérer des permis, alors que ce qu'on a besoin, c'est plus de présence sur le terrain pour s'assurer qu'on offre des bonnes conditions aux gens et que les règles sont respectées au niveau de la location de chambre. Merci pour la précision. La même chose aussi pour la location de résidence. En fait, là, on demande un permis pour 2 secteurs, le secteur du cégep, le secteur de l'université. Mais en fait, on peut louer quand même des résidences partout sur le territoire. C'est seulement que dans ces secteurs-là, on exige un permis. Donc, l'idée, ça serait de venir enlever aussi cette restriction-là du règlement général, puis dans le fond, d'appliquer les normes qui s'appliquent partout sur le territoire, mais qui ne sont pas régies par nos règlements à nous. Là, c'est la location de résidence normal, là, si on veut. Puis donc, évidemment, ça allège aussi le travail des inspecteurs dans ce cas-là.
Au règlement 1200 maintenant de zonage et de lotissement, qui serait finalement le règlement où on appliquerait toutes les normes pour la location de chambres, on viendrait modifier la notion, la définition, pardon, de location de chambre. Donc, présentement, on dit que c'est d'offrir une chambre en location à une ou plusieurs personnes au sein de son propre logement, mais on viendrait le modifier pour sa résidence principale. Puis c'est toujours des locations qui sont offertes sur une période de plus de 31 jours pour pas que ça soit des locations à court terme. Donc, quand on vient parler de au sein de sa résidence principale, ben c'est un peu, on fait référence un peu à la location à court terme dans le sens que c'est la résidence où, dans le fond, les gens habitent de façon normale et où toute la paperasse se rend. Là, finalement, c'est l'adresse qui est indiquée autant sur les rapports d'impôts pour le permis de conduire, etc. Fait que ça devient vraiment la résidence principale. Ce qui ne veut pas dire que c'est un propriétaire occupant, mais c'est quand même l'endroit où normalement la personne réside. Puis, pour ce qui est des étudiants, habituellement, leur résidence principale, c'est souvent la résidence de leurs parents. Donc, c'est pas, souvent, ils vont pas changer d'adresse parce qu'ils vont changer trop souvent d'adresse, là. Donc, ils gardent souvent la résidence principale au niveau de leurs parents. Donc, là, on vient quand même limiter, les personnes qui peuvent louer des chambres vraiment à ceux que c'est leur résidence principale. Puis la définition, en fait, de résidence principale, je peux vous la lire. Je l'avais. Évidemment, là, je l'ai, je l'ai, mais en fait, c'est ce que je vous ai résumé, là. C'est vraiment. Ah, ben, je l'ai juste après, excusez-moi. Donc, ça signifie la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Donc, on viendrait ajouter en plus cette définition-là au règlement de zonage, vraiment pour venir imbriquer les deux, là. Ensuite, on conserverait les définitions pour les logements et la maison de chambre. Pour ce qui est de la location de chambre à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée, on le conserve aussi. Mais on viendrait ajouter les habitations bifamiliales isolées et trifamiliales isolées, mais pas les habitations unifamiliales jumelées pour une question de grandeur de terrain et de problématiques de stationnement qui pourraient survenir parce que souvent, c'est ça, les largeurs de terrain sont beaucoup plus restreintes, puis c'est difficile de venir aménager là, plusieurs cases de stationnement sur des terrains de jumelés. Donc, pour l'habitation bifamiliale isolée ou trifamiliale isolée, c'est souvent des propriétaires occupants qui sont dans un des logements. Donc, dans ce cas-là, ça serait peut-être plus facile de venir le permettre pour eux. Là, présentement, c'est restreint au niveau du chapitre 17 du règlement de zonage. Donc, ça s'applique seulement à certaines zones qui sont les zones qu'on voit à l'écran. L'idée, ça serait de venir permettre ces habitations-là sur l'ensemble du territoire, dans le fond, de permettre la location de chambres à l'intérieur des bifamiliaux et trifamiliaux sur l'ensemble du territoire. Une autre norme aussi, bon, là, on disait l'exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement. On le changerait pour de sa résidence principale. Ensuite, on parlait d'augmenter le nombre nombre de chambres pouvant être louées, de passer de 2 à 4 chambres. Ce qu'on a eu comme information, c'est que quand on tombe à 3 ou 4 chambres, c'est le code civil maintenant qui s'applique, qui est à partir des articles 1892 et suivants. C'est la section sur les baux de location, en fait. Fait que tout ce qui a rapport avec les baux de location s'applique dans les cas de 3 et 4 chambres, mais pas 1 et 2 chambres. Ceux-là sont comme exclus là, de ces normes-là. Ça, c'est vraiment à l'intérieur du code civil. Fait qu'il faut juste prendre ça en considération. Il y aurait peut-être des petites validations à faire avec le service du greffe à ce niveau-là, voir les implications. Est-ce que nous, on a des validations à faire auprès des propriétaires dans ces cas-là ou pas? Si ça implique la ville, finalement, là. C'est plus ça de savoir là, quand on tombe à 3 et 4 chambres, est-ce que nous, on a plus de validations à faire de notre côté, là? Ensuite, de ne pas modifier l'habitation pour faire la location de chambre, on maintient cette norme-là. Hem, on maintient aussi le fait qu'on ne veut pas jumeler la location de chambre à des gîtes touristiques, résidences de tourisme, services professionnels, personnels ou spécialisés, activités artisanales, ni logements complémentaires.
et logement additionnel, là, il n'est pas écrit, mais éventuellement, il va être ajouté. Ensuite, on avait les dispositions particulières aussi au chapitre 17, là, euh, qui concernait le fait que ça doit se faire au sein d'une habitation unifamiliale isolée comprenant un maximum de 5 chambres à coucher. C'était seulement dans les zones qu'on voit ici, mais on enlèverait en fait cette norme-là parce que, en fait, que ça allait 5 ou 6 chambres, le maximum va être quand même indiqué au règlement de zonage. Donc, que ce soit, tu sais, si on met un maximum de 2, 3 ou 4 chambres, c'est ce maximum-là qui devra être respecté, peu importe le nombre de chambres dans la résidence, là. Il y avait une autre norme aussi par rapport à l'aménagement des aires de stationnement. Encore une fois, c'était pour les zones qu'on voit à l'écran, qui étaient assez compliquées dans le fond. C'est toutes sortes de normes là, pour l'aménagement des cases sur le terrain. Après discussion, on vous recommande dans le fond de ne pas appliquer ce type de réglementation sur l'ensemble du territoire, mais plutôt d'y aller avec les normes qui sont déjà inscrites au règlement de zonage par rapport à la localisation des cases de stationnement, au pourcentage d'espace libre sur les terrains en fait, les espaces libres excluent les bâtiments et les aires de stationnement. Donc, il y a un pourcentage à appliquer sur les terrains qui limite finalement la présence des espaces de stationnement, là. Donc, on irait plus avec ces normes-là qui sont beaucoup plus faciles à appliquer, puis qui s'appliquent déjà, dans le fond, sur le territoire, plutôt que d'y aller avec des normes particulières d'aménagement sur les terrains là, qu'on avait dans certaines zones près de l'université. Pour ce qui est du nombre minimal de cases de stationnement, présentement, c'est une case par 2 chambres. On enlèverait le minimum, ça serait vraiment à la discrétion du propriétaire. Il a été mentionné de peut-être mettre un maximum de cases, comme par exemple 4 cases par terrain qui seraient autant utilisées par le propriétaire que par les locataires. Ça semble une bonne mauvaise idée, je sais pas comment dire ça. C'est que ça va être difficile à contrôler, en fait, là, pour savoir qui utilise quoi, puis pourquoi parce que peut-être même une maison, une famille qui n'a pas la location de chambre pourrait se ramasser avec 5 cases de stationnement, mais quand on fait la location, mais là, on est limité à 4. Donc, ça va être difficile un peu à expliquer, puis même à appliquer. Donc, l'idée, c'est de ne pas venir mettre de maximum, mais vraiment de gérer avec les normes qu'on a actuellement, le pourcentage d'espace libre, entre autres, puis la localisation des endroits où on peut le faire sur le terrain, là. Ça va s'auto-réguler, si on veut, là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai couru à travers ma présentation, mais j'ai un petit résumé là, des modifications. Donc, on abroge l'article du schéma d'aménagement qui fait référence à l'allocation de chambre. On abroge aussi tous les articles qui sont présents dans le règlement numéro 1 pour l'allocation de chambre et l'allocation de résidence. On assujettit l'allocation de chambre à l'intérieur de la résidence principale du requérant. Dans le fond, le requérant, là, on parle que c'est sa résidence principale. Aussi, on autorise la location de chambre aux habitations bifamiliales et trifamiliales isolées sur l'ensemble du territoire. Là, on augmente le nombre de chambres allouées à 4. Comme je vous dis, il y a peut-être une petite validation à faire au niveau du Code civil. Puis, on abroge le nombre minimal de cases pour la location de chambre. Puis, bon, là, souhaitez-vous, là, comme je vous dis, nous, tu sais, ça reste à discuter avec vous, mais nous, on vous recommande là, d'enlever toutes les normes par rapport à l'aménagement des cases de stationnement, puis d'y aller vraiment avec les normes générales qu'on a déjà pour l'habitation. Puis de ne pas imposer aussi de nombre maximal de cases par terrain pour la location de chambre. Ça fait le tour de ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense que là, les intervenants vont pouvoir intervenir. Merci beaucoup pour cette course, mais c'était très clair. C'est sûr qu'on parle de réglementation, là, fait que pour nos invités, des fois, c'est un peu lourd et ardu, mais en gros, c'est des dispositions qu'on souhaitait challenger en bon français, justement pour réussir à avoir un plus de contrôle en termes d'inspection, d'alléger nos processus, mais surtout d'offrir un plus gros bassin de chambre. C'était beaucoup ce qui était
était souhaité est d'uniformiser la gestion de ça sur le territoire. Je ne sais pas si d'emblée vous avez des commentaires ou vous voulez faire un petit peu un topo de, je ne vais pas vous forcer à parler à ce moment-ci, là, mais si vous avez le goût quand même de faire un petit topo de votre situation, un petit peu de comment vous voyez aussi le fait qu'on veuille s'attaquer à peut-être offrir plus de location de chambres. Je pourrais vous laisser la parole. Là. J'y vais dans le même ordre que j'ai fait mes présentations. Est-ce que Mme Fauché voulait... Merci beaucoup. Alors, de fait, je pense qu'on salue à l'université cette démarche, cette initiative pour rehausser le nombre de chambres par maison unifamiliale. Et je pense que vous l'avez nommé aussi, l'enjeu principal, en fait, est que le propriétaire réside, occupe, en fait, cette maison-là. Là. Donc, que le propriétaire de la résidence soit occupant. D'uniformiser aussi la réglementation sur l'ensemble du territoire de Sherbrooke. On voit ça aussi d'un très bon œil, de façon très favorable. Il faut souvent placer le focus sur le quartier universitaire, mais il faut se rappeler que nos étudiants sont aussi des citoyens de Sherbrooke, peuvent habiter partout dans la ville et rappelons-nous aussi qu'ils ont le libre accès au transport en commun. Donc, le déplacement ne devrait pas être un enjeu, je dirais, qui limite en fait là, je dirais la distribution comme telle sur le territoire. Et on parle beaucoup du quartier universitaire. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance des logements abordables près du campus de la santé. Bon, là, je pense qu'on arrive peut-être en équilibre, mais bon, vous voyez sûrement, je pense sur la 12e avenue, là, les constructions sur le campus de la santé qui vont entraîner, bon, c'est beaucoup des développements en recherche, donc qui vont entraîner une augmentation du nombre d'étudiants au cycle supérieur, avec aussi un bon pourcentage d'étudiants internationaux. Et il y a aussi, Scoop, mais ce n'est pas encore approuvé là, par les ministères, mais il y a 2 nouveaux programmes de baccalauréat qui s'en viennent aussi au campus de la santé. Là. Donc, faut garder tout ça en tête là, en termes d'augmentation de la population étudiante à l'université là, sur les 2 campus de Sherbrooke. Puis, en termes on se préoccupe aussi du nombre de cases de stationnement. Et je ne sais pas si on peut extrapoler là, à des étudiants qui habiteraient en ville ailleurs qu'aux résidences, mais quand on regarde le ratio d'étudiants qui ont une voiture ou à tout le moins qui achètent un permis de stationnement et qui louent une résidence à l'université, on est, on a un petit peu, j'avais un pourcentage, là, à 27% seulement d'étudiants parmi nos 700 personnes qui louent une chambre à l'université. 27% d'entre eux seulement ont une voiture ou à tout le moins achètent un billet de stationnement. Là. Bon, ils ne s'en servent pas pendant la semaine, mais donc, peut-être ça peut me donner une perspective. Là. Mm. C'est vraiment pour les résidences qui sont sur le Sur le campus à l'Université de Sherbrooke, au campus principal. Et j'imagine que vous refusez aussi des gens, c'est-à-dire qu'il y a pas assez de place dans les résidences et que vous avez des gens qui attendent. Clairement. Et oui, en fait, il y a vraiment je dirais, on en discutait, une transformation, en fait, des locations en résidence. Donc, une beaucoup plus grande stabilité. Je dirais historiquement, les étudiants qui étaient en résidence étaient louaient pour un trimestre, faisaient des amis, quittaient ou quittaient pour des stages. Mais maintenant, vraiment, malgré qu'ils vont en stage, ils vont garder leur location. Donc, il y a vraiment une bonne stabilité. Les étudiants maintenant habitent aux résidences pendant plusieurs années. Là. Donc, je dirais souvent, on a l'impression que les étudiants bougent beaucoup, changent de loyer souvent, mais quand ils sont aux études, ils sont à une bonne stabilité là, et un enracinement dans le milieu. Merci beaucoup. Puis, pourquoi je demandais ça, c'est que j'extrapolais aussi parce que là, on dit 27 c'est peu. On pourrait s'imaginer que c'est les étudiants qui n'ont pas d'auto qui se dirigent plus vers les résidences, mais il y a d'autres gens qui seraient intéressés à aller aux résidences et qui n'ont pas la place. Donc, on peut quand même extrapoler qu'il y a des gens qui veulent s'installer à proximité, qui n'ont pas nécessairement de véhicule, qui ne sont pas hébergés aux résidences.
printemps, nous avions une liste d'attente. Nos 700 chambres étaient déjà louées. Nous avions une liste d'attente de 2000-2500 étudiants pour le trimestre d'automne. Et donc, Merci, ça donne un bon aperçu. Madame Tremblay? Oui, merci. Si je peux vous faire le topo au Cégep de Sherbrooke. Donc, nous avons une résidence qui contient 221 chambres. Même chose, donc au printemps, lorsque les gens pouvaient demander une chambre pour l'automne, on a eu 220 personnes sur la liste d'attente. Donc, autant de gens sur la liste d'attente que de chambres louées. Et dans le fond, au niveau des pourcentages, nous aussi, là, on se rend compte que dernièrement, c'est ça, les gens restent plus d'une année. Donc, historiquement, là, peut-être on était à 45 40-45 des gens qui revenaient au moins une année. Et là, ben, l'an passé, j'ai au moins au-delà de 60 là, des gens qui sont revenus. Donc, ça fait peu de chambres en partant à louer pour beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, pour vous vraiment vous faire un portrait, là, notre plateforme web pour faire une demande ouvre à 9 heures. Je crois que c'était le 12 avril. Puis bien honnêtement, quelques minutes plus tard, ben, c'est complet. Donc, j'ai des gens qui appellent une heure plus tard en disant, ben là, on me dit que je suis sur la liste d'attente. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose. Puis, au niveau du cégep, ben, on a encore des parents qui parfois sont impliqués, en tout cas, encore très impliqués dans la vie des enfants. Donc, moi, je reçois des appels de parents là, qui s'en font beaucoup avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On comptait vraiment là-dessus. Mon enfant vient d'avoir 17 ans. Il a toujours habité à la maison. Je ne le vois pas partir en appartement. Donc, c'est ça, beaucoup d'inquiétudes. Au niveau du stationnement, nous, dans le fond, on n'a que 70 cases de stationnement pour 221 places, 221 chambres. Donc, historiquement, là, c'est les gens qui reviennent pour une deuxième année qui ont la chance d'avoir une place de stationnement. Sinon, la première année, c'est pas possible. Donc, on a des gens sur la liste d'attente. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais quand même, on a une demande. On a aussi un phénomène au niveau des étudiantes internationaux. On en a un peu plus d'année en année. Puis, c'est ce qu'on discutait tantôt. Là, on a quelques personnes, puis c'était quand même un nombre important chez vous, d'étudiantes qui arrivaient sans avoir de plan de logement. Donc, ils débarquaient, qui arrivaient avec leurs valises et ben, je ne sais pas où je vais habiter ce soir, mais nous, les résidences, c'est complet, puis on n'a pas d'alternative à proposer. Donc, on a une personne là, qui s'est activée pour essayer pour les loger, en fait, là, de façon temporaire, mais c'était quand même aussi un enjeu. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si Mme Gendron, vous vouliez dire un petit mot à ce moment-ci ou vous voulez voir comment vont aller les discussions. Mme Gendron, en tant que policière qui se promène beaucoup dans les secteurs, sur le vivre ensemble et tout, pourra témoigner là, à certains moments ou peut-être amener des informations quand on parlera, parce que c'est sûr que c'est un enjeu quand on parle de concentré ou de densité, c'est toujours là où il y a les enjeux de vivre ensemble qui peuvent apparaître. Du côté de M. Fontaine, vouliez-vous... Je vais faire ça relativement bref parce que, comme la majorité des choses ont déjà été mentionnées, mais on veut quand même emmener à l'esprit du conseil municipal on a eu des problèmes cette année qui sont un peu sans précédent. On a juste pour faire un petit état de la situation, on a une plateforme de notre côté à la Fédération étudiante qui sert justement à publiciser les logements parce qu'on sait que c'est de moins en moins accessible présentement. Et on a eu des pics de journées à 3000 personnes sur la plateforme pour seulement 15 logements disponibles. Fait que ça vient donner peut-être une idée d'à quel point il y a une problématique en ce moment quand on parle des personnes étudiantes à l'Université de Sherbrooke. J'aimerais aussi appuyer sur un autre point qui avait déjà été mentionné par Mme Fauché et désolé, j'ai oublié votre nom. Les cases de stationnement, c'est vraiment pas un enjeu. Comme que certaines études l'ont démontré, à l'Université de Sherbrooke, c'est 30 des gens qui servent couramment de leur véhicule. Seulement 30. Puis là, et dans ce 30 %-là, il y a beaucoup de personnes qui viennent du Québec, mais ceux qui sont vraiment intéressés par la location de chambre, généralement, c'est des personnes provenant de l'international. C'est des personnes qui n'auront pas de voiture. Ils vont arriver ici puis ils n'auront juste pas de voiture. Puis encore là, comme on l'a mentionné tantôt, ceux qui arrivent peut-être avec une voiture, ben, s'il n'y a pas de stationnement disponible avec le réseau de transport en commun qu'on a à Sherbrooke, c'est très, très possible de vivre à Sherbrooke sans voiture. Donc, pour nous, on ne doit pas nécessairement avoir en tête
les problématiques de stationnement, quand on parle de réglementation pour les chambres, pour nous, c'est deux dossiers qui sont à part, oui, qui sont interreliés d'une certaine façon, mais que c'est pas parce qu'il n'y a pas de stationnement disponible que c'est pas nécessairement possible de mettre sur pied des chambres. Ça, c'est les deux points qu'on aimerait s'appuyer le plus possible. Merci. Merci. Puis je tiens à souligner aussi, on ne l'a pas fait mention en introduction, là, mais on avait aussi le souci, la dernière fois qu'on s'est rencontrés avec la commission, de dire qu'il fallait faire la promotion aussi, que la location de chambre était possible en dehors des secteurs d'université et du cégep, surtout dans les secteurs, évidemment, où c'est bien desservi, parce que souvent, c'est des secteurs où il y a moins de propriétaires qui le font, alors qu'on aimerait ça pouvoir aussi éviter la trop grande concentration, puis dire on va faire une mixité un peu partout dans la ville plutôt que seulement concentré aussi dans deux secteurs principaux, disons. Là. Fait que c'est quand même un souci qu'il y a aussi, je pense, à la commission. Oui, Mme Fauché en ajoute. Oui, désolé, mais Jacob m'a fait penser à un point où pour nous, c'est comme acquis, mais je dirais, il y a une spécificité à l'Université de Sherbrooke. Si on compare, par exemple, à d'autres universités comme l'Université de Montréal, chez nous, à l'Université de Sherbrooke, 85 de nos étudiants proviennent de l'extérieur de l'Estrie, donc de partout au Québec et du Canada et une portion d'étudiants internationaux, là, mais donc même l'étudiant qui arrive de Val-d'Or a besoin de se loger, là. Donc, Merci. Là, j'ai déjà qui m'ont écrit qu'il y avait peut-être des questions de précision. Je vois, il y a déjà des mains levées. Bien sûr, je vais respecter l'ordre des mains levées, mais est-ce qu'il y avait des questions de précision pour nos invités? Puis après ça, j'irai avec les interventions des personnes qui ont levé la main. Est-ce que ça convient? Est-ce que c'était une question de précision? Oui, allez-y. Ben, c'est ça, j'avais des questions pour vous. Au niveau de l'université, je pense qu'il y a des projets de construction sur le campus aussi. Tu sais, c'est quoi votre stratégie pour justement augmenter les, les chambres, ben, en fait, les logements disponibles sur le campus? l'enjeu principal que vivent les universités et j'imagine les cégeps aussi, c'est que le ministère ne procure aucun soutien financier pour le développement de résidences étudiantes sur les campus. Donc, aucun financement pour construire, aucun financement pour entretenir et aucun financement pour opérer, incluant le personnel. Alors, donc, on est vraiment dans une issue sans issue, dans le fond. Là. OK. Mais est-ce que, je ne sais pas, je pose les questions, je suis peut-être dans le champ aussi, là, mais est-ce que vous seriez ouvert à ce qu'un promoteur construise, tu sais, puis prenne, comme si c'était un logement à l'extérieur du campus, mais sur le campus, est-ce que c'est une possibilité? Je ne sais pas d'ici. C'est une possibilité, oui. Oui. OK. Par exemple, Et il faut savoir aussi que justement, gérer des loyers et les entretenir et tout, C'est ça. c'est pas notre spécialité, là. Ah non, non, c'est pas votre mission non plus, mais c'est pour ça que, tu sais, il y a un enjeu de terrain aussi. Oui. Tu sais, je me dis, il y a peut-être encore un peu des espaces sur les Oui. Il faut campus où on savoir pourrait aussi le que faire. l'Université de Sherbrooke est en déficit d'espace de 16 Ah oui, déjà. et nous avons quand même plusieurs locations ailleurs en ville. Là, on pense, on a acheté la Maison Nazareth, qu'on pense à ce qu'on loue sur Wellington, sur Gant aussi pour des cliniques et tout. Alors, à court terme, bâtir un un bâtiment supplémentaire sur le campus des résidences, ce ne sera pas évident tout de Non, suite, là, non, mais non, puis ce ne sera pas suffisant non plus, pas suffisant. mais ça peut être Oui. complémentaire. Et- Puis ce que je me demandais aussi, allez-y. parce que M. Fontaine a parlé justement d'une plateforme là où on peut répertorier. Je pense que tu sais, il y a vraiment des choses à faire pour promouvoir cette plateforme pour que les propriétaires s'inscrivent dessus. Puis je me demandais si c'est coordonné entre toutes les universités, les cégeps, parce qu'on a quand même, là, on en a 2 présents, mais il y en a plusieurs. Donc, est-ce que ce serait une chose envisageable? Tu sais, je pense que c'est pas à la ville à prendre le lead là-dessus ou à porter cette initiative-là, mais peut-être qu'on peut aussi soutenir au niveau, comme madame Laroche disait, au niveau de la promotion et tout ça. Donc, tu sais, je me dis qu'il y a peut-être des maillages pour favoriser tout ça, là. Intéressant. Moi, j'ai noté ça. Je vais continuer juste les questions, puis après ça, je vais avec les interventions. Ça va? Parce que. Parce que j'ai vu Madame Tremblay dire non, donc OK. mais je pense que Monsieur Fontaine voulait répondre.
Ben, en ce moment, ce service-là, il est hébergé à la Fédération étudiante, mais c'est certain que si la ville de Sherbrooke décide de vouloir héberger le service, ça ne nous dérangera pas de passer ça à quelqu'un d'autre parce que pour notre côté, c'est sûr que c'est de la gestion administrative supplémentaire. Mais si, mais Mais on si ne c'est court un pas service, après ça non plus à la ville. Hein. mais c'est sûr que c'est un service qu'on est prêt à. On l'a monté de notre côté pour les personnes étudiantes de l'Université de Sherbrooke, mais on est prêt à le publiciter et on est prêt aussi à le partager avec d'autres. Si le cégep devient, je parle à l'association étudiante du cégep devient intéressée par le service, le cégep devient intéressé par le service, c'est certain que c'est de quoi qu'on peut partager. Là. Intéressant. Ben, peut-être qu'il pourra avoir des discussions en dehors parce que c'est intéressant comme. Mais je pense pas que la ville, à ce point-ci, veut prendre en charge ce service-là. Mais je pense qu'il y a des belles collaborations à y avoir. Monsieur Charon, vous aviez une question de précision, puis ensuite, je vais avec Monsieur Deneau. Oui. Tantôt, vous avez mentionné le logement abordable, mais vous n'avez pas élaboré beaucoup, mais je me demandais l'impact sur les étudiants du logement abordable, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis en ce moment, j'imagine que c'est ce qui fait monter les prix, hein, il n'y a pas de logement. Donc, autrement dit, si vous perdez des étudiants à cause de ça, ou bien s'il y a des difficultés quelconques. En fait, je rebondirais peut-être plus. Je pense que les étudiants sont peut-être plus à même de répondre à votre question de l'impact du coût de logement sur leur budget. Ben, de notre côté, c'est certain qu'on va se fier aux statistiques de la SCHL qui parle du 30 là, pour parler de précarité résidentielle, on va parler du 30 du revenu. Puis là, dans la dernière étude qui a été faite par l'UTIL, on a réalisé que ben, la majorité, on parlait de 65-68 de nos personnes étudiantes qui étaient sous le revenu de 20 000 par année. Parce que ben, l'aide financière aux études, on s'entend que ça n'a pas nécessairement suivi la hausse rapide du marché locatif ni l'inflation générale là, du coût de la vie. Donc, de plus en plus, ce qu'on commence à voir, c'est alors qu'on vise du 30 on commence à parler peut-être du 40 de leur, parce que, tu sais, on parle du 20 000 mais c'est pas il y a les frais de scolarité qui doivent être inclus dans ce 20 000 $-là. Il y a beaucoup de choses qui doivent être inclus qui touchent les personnes étudiantes, pas nécessairement la population générale quand on parle de budget. Donc, on doit s'assurer que les prix, baissent plus vraiment de quoi qui est possible, mais qu'au moins les prix stagnent parce que l'aide financière de notre côté ne suit pas la hausse. Vraiment. Je vois que c'est important de le mentionner pour nous diriger un peu. Merci. Merci. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qui avait été mentionné beaucoup lors de du premier atelier de travail de la commission. Puis M. Jean ira probablement là-dessus aussi. On ne pense pas que la location de chambre, ça va régler tous les problèmes. On a besoin aussi de construction de nouveaux logements abordables, autant pour les étudiants que d'autres types de populations à Sherbrooke. Puis je pense qu'il ne faut pas, c'est pas de dire on mise tout sur la location de chambre. Ça prend une stratégie encore là avec plusieurs branches. Et la location de chambre en est une, mais il ne faut pas lâcher les efforts non plus sur la construction de nouveaux logements. Donc, je vais avec les mains levées. J'ai M. Deneau qui serait notre premier intervenant. Merci, Mme la Présidente. Merci pour la présentation. D'entrée de jeu, moi, je tiens à vous dire que lorsqu'on a mis en place le règlement actuel, j'avais insisté pour que l'autorisation sur l'ensemble du territoire pour louer 2 chambres pour permettre justement à la communauté étudiante de s'étaler sur l'ensemble du territoire de Sherbrooke. Ayant la passe universelle, puis bien des fois, les étudiants vont chercher un revenu additionnel, c'est-à-dire que des fois, ils vont se localiser près de leur employeur, puis voyager vers l'institution pour leur cours. Quand on parle de demande de 300 demandes par année et 100 $ le coût, moi, je pense que là-dessus, il y a une révision à y avoir. Parce que quand on a mis ça en place, le revenu mensuel était loin de celui qu'on parle actuellement. On parle de chambre, là, ça peut osciller facilement entre 400 et 500 $ par mois sur le territoire de Sherbrooke. Et ça m'amène au problème je pense comme organisation, il y a place à amélioration actuellement sur la gestion du respect de nos règlements. Ça, je pense que personne qui est des élus va être contre ça. Là. On a beaucoup de règlements qui ne sont pas respectés. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que c'est quand même des revenus qui sont générés pour des gens qui sont propriétaires de résidences, de s'assurer
d'être en mesure d'avoir des inspecteurs. Puis là, quand on parle des problématiques, c'est pas du lundi de 8 h à 5 h. Et les soirs, les fins de semaine, ça prend des gens qui sont disponibles et de mettre en place des processus pour faire respecter, puis le vivre ensemble, là, de le mettre en valeur. Puis je pense qu'à partir du moment que des gens s'y investissent, on va être capable d'y en arriver. On parle d'une location de 31 jours. Moi, je pense que pour l'émission d'un permis, ça prend un bail pour s'assurer que ça soit vraiment 31 jours. Puis aussi, pour être équitable avec l'ensemble des propriétaires qui ont des édifices à revenus, qui payent des impôts sur ces revenus-là, qui payent des taxes additionnelles municipales, ça doit rentrer aussi dans l'évaluation de la propriété qu'un revenu qui est associé à ça. On cherche, nous, des revenus en tant que ville. Puis je ne pense pas que ce soit un revenu abusif de dire, ben, si ta maison te rapporte 10 000 par année, elle doit valoir un petit peu plus cher que le voisin qui a pas. Moi, je pense de ce côté-là, on doit s'assurer d'aller chercher un levier financier, en plus de s'assurer de couvrir les frais du respect de la réglementation. Point de vue stationnement, on a parlé d'autorégulation. Mais autoréguler, là, je pense qu'on est mieux de s'investir parce que si on laisse le milieu le faire, là, puis je pense qu'on va entendre M. Djeng là, dans son secteur, là, et l'autorégulation, c'est quand il manque de stationnement, on stationne sa pelouse en avant. C'est pas ça qu'on veut vivre. Il faut que ça soit quand même encadré. Puis s'il n'y a pas d'espace de stationnement, ben OK, garde, improvisant pas. Et l'autre aspect, c'est quand on parle du Code civil, 4 chambres, ben, je suis surpris d'une démarche et qu'on n'a pas vérifié ça. Je suis vraiment surpris qu'à l'étape qu'on est là, qu'on invite nos partenaires, puis on dit, ben, on n'a pas vérifié au point de vue Code civil, c'est quoi? Ben, calique, j'espère qu'on va le vérifier à l'autre étape là, parce que c'est quand même un aspect très important. Ça fait le tour de mes commentaires, Madame la Présidente. Merci. Au niveau du Code civil, là, ce que je crois comprendre, ce qui est à vérifier, c'est quelle énergie ça peut demander à la ville et non pas, on sait que c'est régi par le. Mais effectivement, c'est sûr que ça va nous prendre cette information-là pour la suite des démarches. Là. Mais c'est ce que je comprends, là, c'est plus au niveau de est-ce que ça va nous demander plus de nous-mêmes ajuster notre réglementation à ce qu'eux demandent? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est sûr que je pense que c'est une possibilité. Là. On peut aller jusqu'à 4 chambres par résidence, mais c'est plus, est-ce que ça implique quelque chose pour la ville que le Code civil s'applique pour les 3 et 4 chambres, en fait? Là. Non, puis là, je vois que vous. Est-ce que c'est là-dessus que vous vouliez faire un. Ben oui, Attendez un peu. C'est ça. Oui, c'était là-dessus. Là. Puis comme vous dites, moi, je pense qu'il faut avoir la réponse à cet aspect-là. Là. Ça sera pas long. Il y a juste M. Fontaine qui voulait préciser quelque chose par rapport à une de vos interventions. Il a été mentionné justement l'importance des baux. J'aimerais vraiment appuyer sur ce point-là parce que, comme on l'a mentionné, on a puis aussi la vérification de ces baux-là parce qu'on a beaucoup de personnes qui proviennent de l'international qui ne connaissent pas nécessairement leurs droits à 100% quand ils arrivent ici, leurs droits en termes de logement. Puis il y a eu des problèmes à Chicoutimi notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'abus des propriétaires dans cette direction-là. On trouve que justement, c'est important à Sherbrooke. Puis je veux appuyer sur ce point-là. Est-ce qu'en ce moment, avec la location de chambre, il n'y a pas de. Nous autres, il n'y a pas d'obligation que ça passe par bail ou il y a une obligation? Non, hein? Jusqu'à 2 chambres, non. De ce qu'on comprend, c'est que quand on a 1 ou 2 chambres, non. Mais 3 et 4, là, l'application du Code civil s'applique avec justement les normes par rapport au baux. Mais est-ce que nous, la Ville, ça nous implique d'une certaine façon? C'est plus là que la petite validation qui reste à faire. Puis c'est une information qu'on a eue quand même récemment. Là. Nous, on n'est pas des spécialistes en location, là, donc en droit du logement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a intégré quand même à la présentation aujourd'hui. On s'excuse, on aurait aimé savoir la réponse complète aujourd'hui, mais c'est ça, il reste une petite validation à faire. Puis je tiens quand même à préciser aussi par rapport à ce que vous disiez, M. Deneau, sur l'autorégulation, je pense que ce qui était nommé, c'est plutôt qu'on a déjà des normes qui s'appliquent, c'est de faire respecter ces normes-là qui s'appliquent déjà. C'est pas de dire on met aucune règle, plutôt que d'avoir des règles spécifiques qui viennent se mettre par-dessus des règles déjà existantes. Donc, on a déjà un maximum de superficie, des emplacements et tout. Oui, Mme Lécart qui veut préciser quelque chose. Oui,
Dans le fond, pour l'émission des permis qui se font annuellement, c'est important aussi de savoir qu'actuellement, on exige des documents, des ententes justement de location qui contiennent là, des renseignements qui peuvent être de nature personnelle. Donc, ça aussi, c'est un aspect qui est à regarder si jamais on poursuit dans cette lignée-là. Là, on parle d'abolir, dans le fond, les dispositions du règlement 1, ce qui réglerait la problématique, mais au niveau du contrôle, on ne peut pas conserver certains renseignements, là, tous les renseignements possibles et imaginables. Donc, ce serait à valider là, de notre côté. Cette certaine voulait dire qu'en enlevant le permis annuel, mais on conserve, parce que dans le permis annuel, il y avait de l'information aussi sur les locataires. Exactement. OK. OK. Donc, on se prive d'un mécanisme, je comprends. On se prive de mécanismes, mais d'un autre côté, ça règle la problématique là, du côté de la rétention des renseignements qui sont de nature confidentielle. Je comprends, je comprends. Puis est-ce que juste pour finir ce point-là, est-ce que nous, on pourrait demander que même à une ou deux chambres, ça soit avec un bail? Est-ce qu'on pourrait, ou ça, c'est vraiment régi d'une autre façon? Est-ce que nous, ça pourrait être quelque chose qu'on demande? Parce que j'entends qu'il y a une préoccupation. Je pose la question, là. Je n'ai pas de. Je sais pas au niveau de la gestion et tout, mais je comprends qu'il y avait un enjeu de droit, mais c'est sûr que c'est moins dans nos responsabilités, là, mais j'essaie juste de mettre des choses sur la table. On pourra peut-être juste en rediscuter à un certain moment. Donc, j'irai à notre prochain intervenant, Monsieur Geng, conseiller du secteur université. Merci beaucoup, Mme la Présidente, et merci à vous tous. On voit que c'est un dossier qui est quand même d'importance et je remercie la présence de l'université, du cégep, des associations étudiantes aussi, qui, avec notamment le programme utile, font vraiment du travail exceptionnel. C'est décevant de savoir qu'il n'y a pas de plateforme gouvernementale provinciale pour appuyer les universités en lien avec du logis sur leur terrain. J'ai bien aimé la question et la réflexion mise de l'avant de Mme Christelle Lefebvre. Et s'il y a un endroit où on pourrait faire front commun avec les universités, c'est de faire une pression au niveau du gouvernement provincial parce que je pense que ça pourrait, en tout cas, donner un sérieux coup de barre à la problématique, même pas une problématique, au problème du logement étudiant. D'autant plus que Mme Fauché disait tout à l'heure qu'il y aurait peut-être 2 nouvelles facultés, donc encore plus d'étudiants. Voilà, alors moi, je suis tout oui. Là-dessus, j'aurais une première question et je n'ai pas besoin de la réponse tout de suite à Mme Fauché. Quand elle dit que 27 des universitaires ont demandé un permis, ça représente combien de véhicules? Alors ça, elle pourrait revenir avec ça, cette question-là. Bon, je vais y aller en rafale avec mes commentaires et questions. M. Deneau, lors de du dernier conseil municipal, a mentionné de faire la promotion adéquate pour que les deux chambres, c'est déjà permis sur l'ensemble du territoire et l'accessibilité universelle aux étudiants, aux citoyens étudiants, elle est là. Donc, s'il y aurait un arrimage avec l'université, avec les étudiants et tout, le service de transport passe par là. Et les gens qui sont sur ces rues-là, ben, ça pourrait les motiver aussi à engranger le pas pour développer le système de deux chambres. Bon. Au niveau des permis à 100 $, 300 permis émis par année à 100 $ chaque, ça fait un revenu de 30 000 $. On a beaucoup parlé qu'on cherchait des nouveaux revenus à la ville de Sherbrooke et il y a eu les permis de 50 $ qui affectent surtout les secteurs de l'Hôtel-Dieu, le secteur du cégep, le secteur de l'université aussi, qui devaient amener à environ, là, on n'a pas le bilan, là, de 50 000 $ ou peut-être jusqu'à 100 000 $. Là, on se prive d'un revenu de 30 000 $ et moi, je suis d'accord avec M. Deneau qu'on pourrait réviser ça. Le 500 $
pour les autres permis, là, location de maison, ça représente combien par année? Parce qu'on ne l'a pas dans la présentation. D'accord? Première question. Alors là, on se prive de 2 revenus pour soulager le travail des inspecteurs. Je peux comprendre, mais on est à l'ère de l'informatique et la ville de Sherbrooke investit beaucoup dans le système informatique. Je pense qu'une façon d'alléger tout ça et de rendre ça automatisé. Et moi, je pense que ça serait très important de regarder cet aspect-là. Pour ce qui est des stationnements, moi, je ne suis pas pour ou contre de passer de 2 à 4 chambres. Je ne ferme pas la porte à ça. Sauf que par le passé, il y a eu des histoires d'horreur par rapport à les inspections qui ne se faisaient pas pour les 4 chambres. Et il y avait des chambres qui étaient inadéquates pour la sécurité des locataires. Et si on retourne de 2 à 4, ben là, on va en demander beaucoup à nos inspecteurs. Vous savez, s'il y a un endroit où je ne lésine pas pour des nouveaux postes, et M. Tremblay va être content, je pense, et il m'a déjà entendu parler de ça, c'est d'en engager des inspecteurs. Pour que c'est bien beau les règlements, mais si on ne peut pas les mettre en œuvre et les appliquer, les renforcer, ça ne donne rien. Alors, ce que je vois dans tout ça, c'est une belle théorie, mais sur le terrain, notamment dans le quadrilatère, entre les rues Béliveau, Desnoyers, Verdun et Galt, il y a beaucoup de véhicules qui se stationnent sur le gazon avant des résidences. Et là, on est en contradiction, Madame la Présidente, avec tout ce qu'on veut faire avec notre ville. La verdir, le plan nature, on est en contradiction. Moi, des plants de tomates en avant, là, j'ai aucun problème avec ça, moi. Mais là, c'est des véhicules qu'on trouve sur les gazons. Et les inspecteurs n'ont pas le temps d'aller vérifier et d'émettre des infractions, des constats d'infraction. Alors ça, c'est la réalité terrain qui se passe. Là, je vais vous parler de l'éléphant dans la pièce. Et ça, c'est au moins une fois par semaine que je reçois ces téléphones-là. Exemple, M. Tremblay de Montréal achète une résidence dans le secteur universitaire pour son fils ou sa fille qui vont être à l'Université de Sherbrooke pendant 3 ans. Et là, ce qui arrive avec ça, c'est que le fils ou la fille peut faire ce qu'elle veut avec ça, là. Alors, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui rentrent dans cette maison-là. On n'a aucune poigne là-dessus. Et les voisins autour, les voisins, les citoyens étudiants, les citoyens résidents, pas plus tard que lundi, c'est quelqu'un qui loue 2 chambres qui m'a appelé. Parce que le voisin arrière, ils ont des rassemblements à tous les mardis et tous les jeudis soirs sur le terrain. Notre service de police est débordé. Nos inspecteurs n'ont pas de poigne sur cette réglementation-là. Et ça, là, le bas blesse. Et ça, là, on n'en parle jamais de ça. Et ça dérape. Et c'est ce qui fait en sorte que ça sème beaucoup d'irritants dans le secteur universitaire. Et ça, là, c'est mon prédécesseur et moi, on n'en revient toujours pas. Et je dois expliquer ça aux citoyens qui m'appellent à tous les fois. On n'a pas de réglementation là-dessus.
En fait, c'est-à-dire qu'on a de la réglementation sur la nuisance, mais ça arrive un peu plus loin parce qu'effectivement, les services de police sont souvent débordés et tout. Je veux juste, parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent parler. Normalement, le point serait fini, mais évidemment, on va essayer de faire parler tout le monde, mais on va essayer d'être synthèse. Je veux juste, comme je vous dis, là, il n'y a pas de recommandation qui se donne aujourd'hui. Fait que ce sont tous des éléments qui vont être notés au procès-verbal et qu'on va réutiliser ensuite pour poursuivre le travail. Je veux juste quand même mentionner, parce que vous parliez de l'inspection, si on passe à 4 chambres, ce qui avait été discuté, puis vous me direz si c'est un peu encore comme ça qu'on voit la chose, mais ce qui avait été discuté, c'était de retirer, oui, les permis annuels, mais pour faire quand même à l'inscription, à la première inscription, vraiment un frais qui serait probablement plus important. Et là, on va valider si la personne veut 4 chambres. On va sur le terrain, on va valider la qualité des chambres et tout. Et après ça, il n'y a pas besoin de renouveler chaque année, mais il y a quand même payé un montant qui est plus important. Et on s'est assuré de la conformité des chambres parce que ça avait été soulevé comme une problématique. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça, en fait. C'est que quand ils vont faire la demande du certificat d'autorisation, mais il va y avoir une validation sur place pour la sécurité des chambres puis pour savoir si les chambres, effectivement, sont conformes à nos règlements, là. Ça répond aussi en partie à la préoccupation d'avoir des logements qui sont dignes et salubres. Là, on a une réglementation là-dessus. On ne peut pas offrir n'importe quoi comme chambre, mais là, ça nous permettrait de le valider en amont, de permettre le passage à 4 chambres. Je veux aussi juste nommer qu'on parle de résidents occupants. Là, fait que là, j'essaie de voir avec la problématique que vous avez soulevée. Là, on parle d'une maison au complet qui est achetée. Après, c'est ça, hein? Oui, parce que quand il y a un résident occupant, d'habitude, euh, euh, il s'occupe de la valeur de sa maison, il s'occupe de Oui, la quiétude de ses voisins, il s'occupe, ça s'autogère, ça. oui. Alors ça, il est pas, C'est on bon, se mais comprend? là, c'est ce qu'on souhaite aussi adresser dans ce qu'on veut apporter comme modification. Donc, j'irai avec Mme Le Tarte-Lavoie. On essaie, ce qui a déjà été dit, on essaie de ne pas le répéter justement pour permettre à tout le monde de pouvoir, qu'on ait tout en main pour la suite des travaux, s'il vous plaît. Merci. Ben, c'était plus des questions de précision, là, mais d'ailleurs, premièrement, je veux peut-être saluer là, l'initiative de vouloir élargir et faciliter l'accessibilité. Là. Pour moi, c'est super intéressant et important. C'était juste, je n'étais pas sûre d'avoir bien compris là, la question des zones. Il n'y avait plus de zones, il y avait des zones, mais il y a des zones avec des permis. Dans le fond, là, il n'y a plus de zones du tout. Toute la ville peut le faire. Puis les permis, ça, c'est tout le monde ou c'était juste la zone université cégep? C'est juste ça, je n'étais pas sûre. Mais en fait, pour les permis, c'est vraiment l'ancien territoire de la ville de Sherbrooke avant la fusion municipale. Ça, dans le fond, c'est ce territoire-là où on exige l'émission d'un permis renouvelable annuellement. Sur le reste du territoire, ça fonctionne déjà par certificat d'autorisation. OK. Puis, quand c'était ça, c'est le PowerPoint numéro 13. Quand on dit la location de chambre ne peut pas être jumelée à un gîte touristique, une résidence de tourisme, c'est bien correct, un service professionnel, personnel spécialisé, activité artisanale. Est-ce que ça veut dire service professionnel? Ça veut dire que si dans une maison, quelqu'un fait une coiffeuse dans son sous-sol, elle n'a pas le droit de louer une chambre. Mais je me demandais c'est pourquoi la logique de pourquoi elle ne pourrait pas louer une chambre en haut. Puis une activité artisanale, qu'est-ce que ça veut dire? Là, activité artisanale, je pense que c'est plus au niveau là, vraiment de la création d'objets, là, Mais tu sais, ça peinture, veut dire que etc. cette Mais personne-là, elle a une chambre qui est dédiée à faire peinturer des tableaux. Elle ne pourrait pas louer de chambre. C'est ça, pourquoi on mais l'empêche? l'idée, c'est de ne pas multiplier les usages sur le même terrain aussi, là, pour la notion aussi de va-et-vient, puis de stationnement. Là. Donc, on ne veut pas multiplier les usages. Là. Ça reste une zone unifamiliale. Donc, on veut que le propriétaire, finalement, choisisse l'usage qui lui convient. Là. Fait que c'est un peu ça l'idée là, de pas. Pour ça qu'on interdit, dans le fond, ces usages-là en même temps que la location de chambre. Mais si quelqu'un fait une activité artisanale, ça crée-tu vraiment un va-et-vient qui a un impact sur le stationnement? Madame Dansereau, vous avez un Je complément? pense qu'il y a un autre élément aussi à considérer, là, cette disposition-là est toujours là quand on parle de logement complémentaire, logement additionnel, on veut le rapporter parce que ça devient difficile à gérer ces cas de figure-là où il y a une multitude d'usages différents, là. Location de chambre, services personnels, tout ça. Je pense que cet aspect-là aussi, pourquoi que cette règle-là est existante à l'heure actuelle. OK. Bon, en tout cas, je trouve que c'est pas nécessairement. Je trouve qu'on restreint un petit peu, mais c'est correct, ça répond à ma question. Et puis, tantôt, on parlait là, au Cégep Université, les listes d'attente des gens, des étudiants qui aimeraient avoir
des chambres. Est-ce que du côté des propriétaires, est-ce que vous avez un peu une idée ou une liste de gens que vous savez qui sont un peu en attente de, ben, si on augmente les chambres à 4, il y en a là, du monde en attente qui aimerait ça. Est-ce que vous avez un peu une estimation du nombre ou non? C'est difficile d'avoir un portrait exact, mais on avait eu un témoignage justement, ben, je pense pas que ça existe, là, le portrait exact de ça, mais on avait eu un témoignage lors des consultations sur les logements additionnels dans des nations d'une propriétaire du secteur université. Pendant longtemps, ça a été 4, même dans le secteur université. Donc, il y a encore beaucoup de duplex ou de maisons qui sont configurées pour avoir 4 chambres. Et elle, ce qu'elle disait, elle est propriétaire depuis des années. Quand tu maintiens toujours la location de 4 chambres, ils ont encore des droits acquis, mais ceux qui ont arrêté puis qu'une année, ben, ils ont eu juste 2 locataires, tout ça, ben, ils perdent leurs droits acquis. Il y a encore beaucoup, c'est sûr, de résidences qui sont configurées pour avoir 4 chambres, mais qui ne les occupent pas en ce moment. Fait que je ne peux pas vous donner un nombre, mais on sait que ça existe notamment puis que c'est très présent puis qu'il y a une demande aussi. Il y a des gens qui disent, moi, je suis déjà configurée puis je ne peux pas les louer. C'est dommage. Je sais que je me fais approcher. J'ai des listes d'attente moi aussi. Fait que c'est quand même un besoin dans le secteur. OK, merci. Puis pour finir, moi, je pense que c'est pas la première fois que j'en parle, là, mais il y aurait peut-être des liens à faire avec des aînés là, qui sont rendus tout seuls à la maison, qui n'ont plus leurs enfants, puis qui aimeraient ça, justement, là, créer ces jumelages-là. Je ne sais pas s'il y a un moyen d'aller les rejoindre, les aider pour aussi une plateforme, tout ça. Je pense qu'il y aurait vraiment des fits qui pourraient être super intéressants, puis que ça l'aiderait autant à leur autonomie, leur maintien à domicile, que pour répondre aux besoins des étudiants. Merci beaucoup. C'est noté dans l'aspect peut-être promotion et soutien. Parfait. Donc, j'irai à Mme Dauphinet. Oui, Ah, merci beaucoup. excusez-moi, Mme Dauphinet, je n'ai pas vu qu'il y avait une réaction. Désolée, Mme Dauphiné. En fait, j'avais une réponse pour Mme Letarte. De fait, il y a actuellement un projet de recherche qui démarre à propos du jumelage justement de personnes aînées et d'étudiants. Donc, mais vous comprenez que c'est pas juste de les matcher. En fait, c'est vraiment un accompagnement et tout. Alors, il y a un projet de recherche à cet effet-là qui démarre sous peu avec la FADOC. Merci, très intéressant. Pardonnez-moi, c'est à votre tour, Mme Dauphinet. Merci beaucoup. Donc, j'avais des questions de précision parce que quand j'ai lu ce qui était proposé, quand on parle de retirer la location de chambre au sein de son logement et on le remplace par au sein de la résidence principale, ça veut dire que on permet, dans le fond, qu'il y ait un deuxième logement de construit pour faire la location de chambre à l'intérieur de celle-ci? Parce que sinon, pouvez-vous m'expliquer la différence? Qu'est-ce que ça signifie? Bien, en fait, au sein de son propre logement, en fait, c'est pas obligé d'être la résidence principale de la personne. C'est la personne, elle habite à cet endroit-là régulièrement, là. Mais résidence principale, c'est vraiment la résidence où toutes les informations sont répertoriées, si on veut, là, autant pour l'impôt, pour le permis de conduire. Donc, c'est vraiment la résidence principale, donc numéro 1, si on veut, de la personne. Fait que c'est un peu la petite notion entre les deux, parce un étudiant, par exemple, ça pourrait être sa résidence. Dans le fond, il occupe un logement de façon régulière, mais ce n'est pas sa résidence principale. Sa résidence principale reste la résidence de ses parents, par exemple. Fait que c'est la petite notion là, de différence entre les deux éléments, là. OK. Je vais devoir réfléchir aux implications, là, mais donc, je suis contente de savoir, normalement, c'est les gens qui louent des chambres, ben, tout le monde partage la cuisine, partage le salon, et cetera. On sait qu'en pratique, sur le terrain, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je regarde, mes voisins, puis je dis pas que c'est problématique, mais je dis juste qu'en pratique, sur le terrain, souvent, c'est vraiment le sous-sol est transformé en appartement, puis les chambres sont louées à cet endroit-là. Il y en a beaucoup, en tout cas. Deuxièmement, là, quand on dit qu'on va permettre le stationnement, bon, on disait un nombre maximal de cases, là, on va peut-être l'enlever. On dit les schémas qui étaient permis, ça ne sera plus le cas. Je veux juste savoir comment on va faire pour faire en sorte qu'on n'aura pas des stationnements en façade qui ressemblent à des
des stationnements de vendeurs d'auto. OK? Parce que des gens stationnés dans l'emprise de la ville de façon perpendiculaire au trottoir ou à la rue. Et vous le savez, là, quand on refait des rues à Sherbrooke, je donne l'exemple de la 9e avenue Nord, quand on refait la rue, on la met aux normes, puis on dit, là, c'est plus permis là, d'avoir de stationnement perpendiculaire, puis pas sur l'emprise de la ville. Fait que là, il va falloir qu'on s'assure d'avoir une équité entre les commerçants dans les anciennes zones, puis les locataires, les gens qui louent des chambres. Très rapidement, tout ce que M. Deneau, M. Gingres ont dit, là, donc dans les notes, vous direz fois 2, parce qu'en tout cas, j'endosse tout ça. J'avais aussi une question. Quand on a fait l'élargissement de la location de chambre à l'ensemble de la ville, oui, c'était parce que maintenant les étudiants avaient accès à une passe universelle, mais on voulait aussi enlever la pression sur les secteurs autour de l'université, puis du cégep, puis des hôpitaux. J'aimerais ça savoir, depuis que cet élargissement-là a été fait, combien de permis ont été émis dans les zones autres que les zones traditionnelles, l'université, cégep, tout ça. J'aimerais ça savoir. Parce que s'il n'y a pas eu de mouvement de dispersion de la location des chambres, là, ce qu'il faut savoir, si on dit qu'on passe de 2 à 4, ça veut dire qu'on revient encore, puis que la pression, où est-ce qu'elle va être mise? Ça va être dans le secteur du cégep, puis dans le secteur de l'université. Et moi, je peux vous dire que pour le voisinage, le vivre ensemble, la location de 2 chambres, c'est beaucoup plus sain que la location de 4 chambres. Puis imaginez, là, quel bungalow qu'il y a. Tu sais, quand on visite des maisons pour les acheter, là, on a de la difficulté souvent à trouver une maison avec 3 chambres. Quand il y en a 4, c'est déjà bon. Fait que si on loue 4 chambres, là, en tout cas, c'est assez rare. Et j'ai une préoccupation aussi. Est-ce que les gens vont pouvoir dire, ben moi, je loue des chambres, fait que j'ai mon permis pour 2 chambres, j'étire à 4, puis l'inspecteur ne verra jamais les 2 autres chambres. Parce qu'on se rappelle qu'avant, on avait beaucoup de problématiques où les fenêtres pour sortir des chambres en cas d'urgence n'étaient pas conformes à la réglementation. Donc, j'ai cette préoccupation-là aussi parce que, comme je dis, sur une maison, quand on dit qu'il ne faut pas modifier l'apparence de la maison pour louer 4 chambres, bien, dites-vous là, qu'il y a de la 3e puis la 4e chambre, là, s'il y a déjà quelqu'un qui habite la maison, que c'est sa résidence principale, ben, il risque d'être petite puis peut-être pas nécessairement standard. Fait que je vais m'arrêter ici, mais c'est sûr là, qu'il y aurait plein d'autres enjeux, mais je vais laisser aux gens la parole, puis j'aurai la chance. Merci. Merci. Puis comme je dis, ce n'est pas les dernières discussions. Puis je veux juste rappeler, parce que je l'avais mentionné là, suite au précédent commentaire, que si on veut passer de 2 à 4, ce qu'on propose, c'est d'avoir un certificat d'autorisation et avec ça vient une vérification de la conformité des chambres avant de pouvoir passer à 4. Donc oui, il y a une vérification qui répond à votre préoccupation. J'avais une main levée en réponse. Oui, allez-y. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour complémenter là-dessus. Là, bon, premièrement, le professeur Fauché, il faisait allusion tantôt, là, il y a l'enjeu du campus de la santé, où est-ce qu'il y a des étudiants qui y vont temps plein. Nous autres, à la GES, on a des membres, en fait, qui, en biochimie de la santé, ont des cours dans les 2 campus. Fait que nécessairement, c'est pas très intelligent pour eux de se mettre sur l'un ou sur l'autre. Ils vont se mettre à peu près partout dans la ville. Puis encore aujourd'hui, il y a de moins en moins de logements disponibles partout. Puis ça veut nécessairement dire aussi dans les secteurs plus standards. Fait que le fait que la ville vient élargir ce genre de permis-là sur l'ensemble du territoire, on accueille ça très bien. Côté des préoccupations de Madame Dauphinet, je veux dire, le vivre ensemble, oui, on est conscient que parfois ça peut être problématique. Puis, je veux dire, sans pour autant être responsable de ce comportement-là, on s'en excuse quand même. Mais je pense que le fait que la location de chambre soit élargie à l'ensemble du territoire de la ville, ça pourrait contribuer à apaiser un peu les tensions qu'il peut y avoir dans les secteurs plus traditionnels, si on veut. On avait M. Gingres qui parlait de
acheter des maisons pour le compte de ses enfants, etc., ben, c'est pas tellement qu'est-ce qui est l'objet aujourd'hui des discussions. Certain que ça peut être problématique, il va falloir sans doute regarder là-dessus, mais pour l'instant, bon, côté chambre, je vois pas trop le problème. Puis enfin, pour parler peut-être des résidences qui est un enjeu, là, une liste de 2000 à 2200 étudiants en attente. C'est pas idéal. Là. Puis du monde qui reste aux résidences pendant plus longtemps. Oui, je suis au courant de ce phénomène-là. Je pense pas que ça témoigne d'un changement d'attitude de la population étudiante. Je pense pas que tout d'un coup, la population étudiante a décidé qu'il aimait mieux ça, rester aux résidences. Je pense que c'est par nécessité. Donc, le fait d'ouvrir la location de chambres sur davantage de territoires puis à plus de chambres par maison, ça va créer beaucoup plus d'avantages qu'il pourrait y avoir d'inconvénients potentiels. Merci beaucoup. En passant, c'est quand même déjà permis sur l'ensemble du territoire. C'est plus d'uniformiser la gestion des chambres. Je sais que ça peut être confondant, là, mais c'est d'uniformiser. Puis ce qu'on disait, c'est qu'il faut faire la promotion en dehors des secteurs clés parce que c'est des secteurs qui sont moins habitués à le faire, même si c'est possible. Donc, ils savent des fois même pas qu'ils peuvent le faire. Là. Fait que c'est plus cette partie-là qui est beaucoup à travailler, je pense, par rapport à ça. Mais merci pour les différents éléments. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Là, je vois qu'il est déjà midi. Normalement, je sais qu'il y a des gens qui ont des engagements. On a un dernier dossier qu'on ne peut pas ne pas voir, mais j'ai le goût, j'ai beaucoup de mains levées encore. J'ai besoin de, parce qu'on a des gens qui ont des engagements, je ne peux pas nécessairement étirer ad vitam. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on se donne un petit... Oui, attends. Comme c'est un dossier qui va revenir, moi, je me demande, est-ce qu'on peut soumettre d'une certaine manière nos commentaires, nos questions, puis qu'il y ait un retour? Parce que c'est vrai que là, il est déjà midi, puis... Oui, puis on a un dernier dossier qu'il faut absolument voir. Ça pourrait être une possibilité de fournir, je dirais que nos intervenants, s'il y a des choses à ajouter, je vous laisserai les dernières minutes pour vous. Mais vous pourriez, les autres membres, nous faire parvenir vos questions. Puis c'est sûr que ça va revenir et que vous aurez l'occasion. Je vais même me noter les personnes qui avaient les mains levées en ce moment pour prioriser lors d'une prochaine séance les droits de parole, si ça vous convient. Je suis désolée, là, je savais que ça serait serré en 1 heure. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de confirmation de présence aussi. Fait que c'est sûr que ça allonge. Est-ce que ça vous conviendrait comme fonctionnement? Là? Je suis désolée pour les autres, mais est-ce que ça vous conviendrait qu'on reporte pour la suite des discussions, que vous nous fassiez connaître si vous avez des questions. Comme ça, on pourra revenir avec les réponses à la prochaine séance. Pour le reste, si c'était plus des commentaires, vous pourrez les faire vous-même à la prochaine séance. J'ai bien noté les personnes qui n'avaient pas réussi à parler. Est-ce que ça vous convient comme ça? Oui? Bien, on n'a pas de recommandations aujourd'hui à faire. Fait que oui, j'aurais même inclus les membres de la CAT, pas par souci, mais parce qu'on va revenir puis qu'on va pouvoir dire l'ensemble de nos commentaires si ça vous convient, évidemment. Là. Ouais. Ben, je pense que ça vaut la peine de se pencher en profondeur là-dessus. Il y a plusieurs choses qui ont été levées, donc ça va nous permettre d'approfondir peut-être certaines choses si les gens veulent nous poser des questions. Puis peut-être que justement, on peut inviter peut-être l'association des étudiants du cégep ou de quoi dans une prochaine étape. Parfait. Donc, ça vous conviendrait comme ça, oui? Juste un petit commentaire, Oui. c'est parce que Mme Gendron n'a pas parlé, puis je sais qu'il y a des enjeux. Il faut juste faire certain qu'on considère les enjeux, les impacts. Bien, c'est ce que je vous proposais, c'est de laisser quand même les derniers mots à nos intervenants qui auraient des choses à ajouter parce qu'ils ne seront pas nécessairement là. Fait que c'est ce que je vous proposais. Ça serait maintenant, si ça vous convient, le temps de. S'il y a des choses qui n'ont pas été dites que vous sentez qu'il est important de dire. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose, Mme Gendron. Bien, bonjour. Merci, M. Charon. En fait, on sait que c'est un très gros enjeu. Il faut savoir que quand on parle du manque de logement, on est très au courant, on le sait. Moi, c'est sûr que je peux vous parler davantage. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le secteur du Mont-Bellevue. Je suis assez au fait des événements qui se passent, surtout lors des journées d'intégration et des semaines avant. On parle d'événements qui vont se dérouler sur une période de 3 à 4 semaines où ce qu'on a une augmentation de plaintes de bruit, de méfaits pendant cette période-là. Après ça,
ça diminue, ça se calme, pour différentes raisons, parce que les gens sont moins à l'extérieur. Il faut savoir aussi que c'est une petite partie de la clientèle sur 20 000 étudiants, plus de 20... Pardon? 30 000, on est rendu à 30 000. Donc, c'est quand même une infime partie, mais c'est malheureusement, c'est eux autres qui font le plus de bruit, qui sont le plus dérangeants pour les citoyens du secteur universitaire. Ce qu'on m'a rapporté dans les faits, quand j'ai rencontré plusieurs citoyens, ben c'est effectivement, c'est les propriétaires non occupants. Comme M. Geng a parlé, il a dit que ceux qui achètent des résidences puis qui installent leurs enfants là puis qui louent les chambres, c'est difficile d'intervenir sur ces événements-là, sur cette situation-là. Le propriétaire est occupant. Puis, dans l'application de la réglementation municipale sur causer du bruit qui peut nuire, bien, souvent, il faut savoir que ce n'est pas une priorité d'appel, malheureusement. Là. Il y a des appels qui sont beaucoup plus urgents. Donc, très souvent, lorsque le déplacement va se faire des policiers, ben, le bruit a soit diminué. Souvent, l'implication du plaignant du secteur ne se fait pas. Donc, on a peu de pouvoir, nous autres, les policiers, à appliquer la réglementation municipale. Donc, ça, c'est une problématique qui nous a été rapportée et qu'on voit d'année en année. J'ai peu de plaignants qui désirent s'impliquer jusqu'à aller à la cour municipale aussi. Ça amène une lourdeur. Quand on parle de la réglementation aussi avec le zonage, on parle du nombre de chambres, tout ça. Il y a une partie qui est de la gestion municipale. Si on se tourne vers le Code civil, c'est des procédures qui sont encore beaucoup plus longues et fastidieuses pour un plaignant qui veut se rendre à la cour civile. Puis là, quand on parle d'augmenter aussi le nombre de chambres, ben, on va parler avec la régie du logement, puis on le sait que c'est encore plus long et encore plus fastidieux d'emmener un dossier pour un locataire qui est pas qu'il n'y a pas une bonne collaboration avec le propriétaire ou que le propriétaire voudrait l'expulser. Donc, ça fait partie aussi des enjeux qu'il faut regarder parce que ça ramène une lourdeur. Puis quand on a accompagné un propriétaire qui veut expulser quelqu'un, c'est pas facile non plus parce que c'est pas tous les locataires qui sont de bons locataires et vice-versa, c'est pas nécessairement non plus des bons propriétaires. Donc, d'un bord ou de l'autre. On parlait des espaces de stationnement. Pour l'avoir vu dans le secteur universitaire, mais c'est sûr qu'il y en a, c'était le terrain avant, il y avait beaucoup de débordements. Pour nous, les policiers, ce n'est pas nous qui vont appliquer cette réglementation-là. Ça va être du côté des inspecteurs municipaux. Puis on le sait bien qu'il y a une surcharge là-dessus. Mais par le passé, ben, on a vu plusieurs espaces de stationnement qui vont même nuire à la visibilité des piétons et des cyclistes qui sont dans ce secteur-là. Quand on parle de 85 de la population étudiante qui vient de l'extérieur de Sherbrooke, ben dans ce 85 %-là, il y en a quand même plusieurs qui ont des véhicules automobiles. Donc, souvent, vont tenter de se stationner le plus près possible. Peut-être qu'il y aurait un enjeu qu'on pourrait peut-être regarder au niveau de la réglementation sur le temps, parce qu'on sait que c'est 2 heures qui est permis de stationnement dans la zone du quartier là, tout proche. Bien, est-ce qu'elle pourrait augmenter? Parce qu'on sait que les cours, c'est majoritairement 3 heures. Donc, peut-être que déjà là, en permettant ça dans certaines rues du secteur, bien, peut-être que ça limiterait ou ça faciliterait peut-être une meilleure gestion des espaces dans le quartier. On sait que, bon, avec suite aux travaux qu'il y a dans la ville, il y a des stationnements incitatifs, certains hôtels à la ville, là, près Quality Inn, il y a les espaces au parc Blanchard. Donc ça pourrait être bonifié, mais en tout temps aussi, dans des projets. Quand on parlait, je ne voulais peut-être pas l'emmener, mais
quand on parlait de party puis de résidence, ben, des fois, dans l'insalubrité, je pourrais faire circuler la feuille, mais ça, c'est quelque chose qui a circulé sur les réseaux sociaux. Un party, quand on parle des débordements, ben, il n'y a pas personne ici dans la salle qui voudrait avoir ça comme voisin dans sa cour. Fait que ça fait partie de la réalité des enjeux qu'on voit dans le quartier. Puis certains, c'est un minimum, mais qui est assez dérangeant. Puis il n'y a pas personne ici qui le voudrait comme voisin parce que ça devient une nuisance. Puis, ben là, avec le partage des réseaux sociaux, ben, quand on voit la photo, ben, quand on a appliqué ça, des fois, c'est difficile d'appliquer certaines réglementations municipales. Fait que ça fait partie des enjeux là, qui sont qui sont dans certains secteurs pour malheureusement une petite partie, une petite clientèle qui cause problème. Puis il faut savoir aussi que dans mon constat, puis celui de mes autres collègues aussi, on n'a jamais eu aucun problème avec les étudiants de deuxième cycle. C'est pas eux autres qui font les parties, là, qui sont pas, sont beaucoup plus responsables, ni les étudiants étrangers. C'est pas cette clientèle-là qui cause problème. Donc, quand on parle du secteur de la santé de l'université, c'est pas des secteurs qui sont problématiques. Malheureusement, c'est beaucoup plus ciblé là, alentour, soit Mont-Bellevue, derrière la montagne, JS-Bourg, et le bas, entre, mettons, le Montagnier et la rue Gault. Ça fait partie un petit peu plus du secteur. Oui. Bon, C'est fini. oui, excusez, j'allais couper. Je vais leur passer vraiment rapidement. Puis j'avais une autre main d'un invité très rapidement pour qu'on puisse finaliser. J'aimerais revenir sur deux choses qui ont été dites. Premièrement, le fait que les étudiants de cycle supérieur, ben, malheureusement, c'est pas ces personnes-là qui sont le plus intéressées par la location de chambre d'habitude. Mais je trouve ça important d'appuyer sur le fait que les étudiants provenant de l'international ne sont pas les personnes qui vont nécessairement faire les gros parties et tout ça, parce que c'est eux qu'on retrouve en plus grand nombre dans ces dites chambres-là. Donc, je trouve ça important de le préciser. Puis la deuxième chose que je trouve importante à préciser, c'est que oui, on comprend que la communauté étudiante à Sherbrooke, oui, peut faire du bruit, mais je trouve qu'il est quand même important aussi de nuancer le propos jusqu'à un certain point, parce que c'est pas uniquement cette population-là qui va faire du bruit. Dans n'importe quel quartier résidentiel, n'importe quelle population peut faire du bruit, puis de toujours venir mettre, comment je peux dire, les personnes étudiantes de premier plan à chaque fois qu'on parle de problèmes dans un quartier, résidentiel. Ça devient un peu, à un certain point, ça peut devenir contre-productif. Quand on parle de location de chambre, on parle de des personnes qui ont besoin de logement. Je comprends encore une fois que oui, ces personnes-là peuvent être plus dérangeantes. Je pense que dans un esprit de collaboration, on est capable de régler ces problèmes-là, et et pour revenir sur ce que Léo disait tantôt, ben, les bénéfices d'avoir ces chambres-là à la disposition des gens par rapport aux conséquences que mettent les bénéfices sont beaucoup plus hauts, là. Je trouve qu'il faut un petit peu. Je comprends qu'il faut collaborer, mais il va falloir aussi trouver des solutions pour les chambres. Je pense que là, on en a des bonnes solutions sur la table. Merci beaucoup. Moi, je comprends qu'il y a un gros morceau que dans ça qui est dans le vivre ensemble, puis il y a des initiatives. Je veux quand même nous laisser sur une bonne note par rapport à ça. Je trouve ça important. On l'a vécu, puis M. Jean pourra en témoigner. On avait beaucoup de plaintes par rapport aux initiations, entre autres, dans un des secteurs du Mont-Bellevue. Il y a un gros travail qui s'est fait cette année en collaboration avec le SPS, avec l'équipe de l'Université de Sherbrooke, avec les associations étudiantes. Et cette année, je peux vous dire que moi, ce que j'ai eu comme écho, c'est que ça s'est 100% bien passé. Fait que, on est capable, il ne faut pas négliger qu'on est capable de travailler sur le vivre ensemble, qu'il y a déjà du travail qui se fait. Puis, effectivement, que c'est souvent des minorités qui sont les plus. Puis, on le vit dans toutes les populations à Sherbrooke, là, c'est rarement comme ça. Donc, je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement, toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui comme invités. Il y aura un compte-rendu de la séance qui sera fait. Je pourrais aussi vous le partager, qui va réunir tous vos propos, puis qui vont nous servir aussi pour la suite des réflexions. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je ne renommerai pas vos noms, mais je vous remercie infiniment. N'hésitez pas, si vous avez d'autres commentaires qui vous viennent par la suite, vous avez mon courriel, vous pouvez me les faire parvenir. Puis même chose pour les conseillers et conseillères qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer aujourd'hui. La prochaine fois, on va revenir avec vous. J'ai la liste aussi de noter. Mais si vous avez des questions précises sur lesquelles vous pensez qu'on a besoin de faire du travail, de recherche, merci de me les envoyer à l'avance pour que la prochaine fois, on ait tout ce qu'il nous faut pour poursuivre les discussions. Ça vous convient? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Mme Gendron avait raison, ce n'est pas 30 000. 30 000, c'est l'ensemble des étudiants sur nos 3 campus. Alors, désolée, Mme Gendron. Puis il y a eu moins d'augmentation que vous pensez. C'est bon. Merci infiniment. Donc, ça nous amènerait au dernier dossier à traiter aujourd'hui. Là, j'ai eu une note, ça ne sera pas long, là, j'ai eu une note qu'il faut que je vous propose dans la séance quand même de faire changer le nom, j'ai oublié, à l'adoption de l'ordre du jour. Je reviendrai derrière un petit peu. Il faut que je fasse changer le nom du point et je le cherche. Pouvez-vous me le renvoyer, Mme Gilbert, s'il vous plaît? Il y avait une petite erreur parce que le sommaire n'avait pas suivi et il y avait une petite erreur dans le sommaire. Puis pour s'assurer de pouvoir le traiter en bonne et due forme, je vous proposerai la modification du titre dans l'ordre du jour. OK, super, je viens de l'avoir. Donc, à l'ordre du jour, nous retirerions donc le point groupe custo, plan concept de lotissement PCL Plateau McCray et ajouter plutôt approbation d'une modification d'un plan concept de lotissement dans le cadran sud-ouest de l'intersection des boulevards de Monseigneur Fortier et Lionel Groux, zone multiple du règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement. Entre parenthèses, JPC, Société de placement par M. Jean-François Poulain. Je pourrais vous l'envoyer, Mme Bussière, là, pour que vous ayez le texte exact. Voilà. Donc, je laisse M. Lapointe nous présenter le dossier. Bonjour. Donc oui, je vais vous présenter la modification au plan concept lotissement du plateau McCray. Essentiellement, en fait, la modification est pour régulariser, en fait, la situation existante. Donc, c'est le plan concept de lotissement va se plier ou va se conformer à l'existant. Principalement, en fait, la modification au plan concept vise à ce qu'on puisse transiger donc le parc Léonard Conan qui est prévu dans le projet pour que, enfin, on puisse procéder à la transaction entre le groupe, entre le promoteur et la ville, qu'on puisse le réaliser parce que dans le plan concept actuel, le plan est positionné à un autre endroit. Donc, je vous fais la présentation. Je vous localise le projet. Le quartier McCray, en fait, c'est le secteur en rouge que vous voyez au plan. Donc, délimité là, au nord par boulevard Monseigneur Fortier et Lionel Groux à l'est, Nicolas Cheb au sud. Puis, bon, du côté est, c'est tout le plateau commercial Saint-Joseph qui s'y trouve. Zonage. En fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça n'a aucun impact sur le zonage en place. Donc, il n'y a pas de modifications qui devront être apportées au règlement de zonage. Les modifications au plan concept sont en totalité conformes aux normes actuelles. Petit historique, il y a eu 3 versions du plan concept de lotissement dans le temps. Un premier en 2016. Donc, le premier plan concept a été approuvé en 2016. Cette approbation-là était conditionnelle à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, certificat qui n'a pas été obtenu.
principalement parce que la compensation, on était dans le cadre réglementaire où on faisait des compensations pour la destruction des milieux humides. Le ministère avait jugé que la compensation terrestre qui était faite pour la destruction des milieux humides était insuffisante à l'intérieur du quartier McCree, à l'intérieur du projet. Donc, c'est pour ça qu'en 2017, le promoteur nous a proposé un nouveau plan concept. Donc, c'est ce plan-là qui aujourd'hui est en vigueur, où finalement la surface des milieux humides a été protégée davantage à l'intérieur du projet. Je vais y revenir tout à l'heure sur les compensations. 2023, c'est le plan, le nouveau plan qui est soumis aujourd'hui, que je vais également vous détailler un petit peu plus loin. Je reviens sur les principales caractéristiques du projet. Celles de 2017, en fait, sont les mêmes que celles d'aujourd'hui. On parle d'un projet d'une superficie de 75 hectares. C'est une topographie légèrement vallonnée. Il y a à peu près 30 mètres de dénivelé entre le point haut et le point bas. Fait intéressant le point géodésique le plus élevé de la portion nord de Sherbrooke se trouve à l'intérieur de ce projet-là. La superficie des milieux humides conservés et compensés, elle est de 13,15 hectares sur le site et il y en a une partie qui a été compensée à l'extérieur. C'était une pratique à l'époque. Donc, ça a été compensé sur des terrains qui sont sur la rue, sur le chemin Pellerin, dans l'arrondissement de Fleurimont. Donc, le promoteur a eu son certificat d'autorisation du ministère en date du 17 avril de 2017. Les superficies des espaces verts, donc si on cumule tous les parcs, les espaces verts, bassins de rétention, on en a pour 19,93, donc pratiquement 20 hectares du projet sont préservés, donc pour un total approximatif de 27 qui reste à l'état naturel. Principalement 3 accès véhiculaires, au sud par la rue Léonard Conune, sur lesquels la rue McCray et Chardonnay donnent. On a également une autre entrée du côté du boulevard Lionel Groulx et un autre du côté du boulevard Monseigneur Fortier. Le projet comprend plusieurs sentiers polyvalents, pistes cyclables, trottoirs, passages piétonniers. Parc de quartier, parc de voisinage. En fait, le parc de quartier, c'est le parc qui est au sud, le parc André Vigée, qui n'est pas nécessairement à l'intérieur du projet, mais a été agrandi vers le nord avec ce projet-là. Donc, on peut considérer qu'il en fait partie. Parc de voisinage qui va être le parc Léonard Cohen et des petits espaces verts également qu'on retrouve à l'intérieur du projet. 2 bassins de rétention, dont un très grand qu'on voit bien lorsqu'on circule sur le boulevard Monseigneur Fortier. Bande tampon, donc le long des 2 boulevards. Il existe une bande tampon de 10 mètres. Les usages autorisés, c'est du résidentiel, commercial, public, récréatif. Évidemment, la grandeur que a ce projet-là, mais si on parle toujours d'un projet, mais c'est un quartier en soi. Considérant ce qu'on va y trouver éventuellement à maturité. Donc, il y a un potentiel d'environ 4000 unités de logement dans ce projet-là. Si en moyenne, un logement est composé de 2,1 personnes à Sherbrooke. Donc, si je fais ce ratio-là, il pourrait potentiellement y avoir un 8400 habitants à l'ultime dans ce projet-là. Les modifications au projet, essentiellement, il y en a 3. Évidemment, la principale, c'est le déplacement du futur parc Léonard Cohen. Donc, si vous avez regardé le plan de gauche de 2017, en fait, le parc était prévu ici et il est déplacé à cet endroit-là. Il y a l'identification d'un pôle mixte commercial résidentiel et un lieu pour aménager une placette publique. En fait, on est au coin de la rue Chardonnay
et Laure-Commune. Depuis 2017, avec le promoteur, il a toujours été question d'aménager cet espace-là, sauf qu'on vient le confirmer là, à l'intérieur de ce plan concept-là. Donc, on vient un peu attacher le promoteur à l'obligation de réaliser cette placette-là dans le temps, dans une forme qui reste à déterminer. Puis, ben, il y a l'ajout d'un sentier multifonctionnel sur la rue Laure-Commune. Donc, essentiellement, c'est les 3 modifications. Les prochaines images, en fait, je vais vous montrer un peu là, un peu le concept d'aménagement, ce qui a guidé à la réalisation de ce projet-là. En fait, l'image, c'est fun, l'image qui est là, on voit les 2 plans. Donc, en 2017, essentiellement, c'est blanc. En fait, il y a beaucoup de blanc sur le plan parce que c'était des secteurs qui n'étaient pas construits. Alors, sur le plan de 2023, celui de droite, bien, on voit là, le blanc a été remplacé par l'orthophoto parce que c'est construit. Mais un projet de la sorte ne se réalise pas, là, peut prendre peut-être 20 ans là, dans le contexte sherbrookois à se remplir. Donc, le projet du quartier McRae, c'est un projet qui n'est pas à sa maturité. Donc, on entend souvent des commentaires, tantôt positifs, tantôt négatifs sur le quartier McRae, mais c'est parce que ce projet-là n'est pas rendu à sa maturité. Tout a été planifié, sauf que ce n'est pas nécessairement en place. Donc, dans les prochaines images, je vais un peu vous montrer à l'ultime ce que à quoi va ressembler le quartier en fonction de tout ce qui a été planifié à l'intérieur de celui-ci. Donc, essentiellement, ce qui est venu orienter tout le concept, tout tourne autour de ce qu'on qualifie un peu le colonne vertébrale. C'est le grand milieu humide qui se trouve au centre du projet. Donc, c'est un grand espace vert. On en retrouve un dans un axe nord-sud. Donc, qui part du parc André-Vigée jusqu'au boulevard Monseigneur-Fortier. C'est pratiquement c'est 1750 km, mètres, en fait. Donc, c'est une distance qui est relativement assez longue et un axe est-ouest qui comporte là, 1000 mètres, 1 km. Entre le boulevard Lionel-Groulx et le plateau Saint-Joseph. Donc, on vient un peu diviser si on veut, le terrain en cadrans et c'est ces cadrans-là qui vont être développés. Dès le départ, en fait, il a été question dans un quartier, on parle d'un milieu de vie, un milieu villageois, si on veut. Donc, c'est un peu le cœur du quartier. Ce qui a été planifié, c'est un pôle mixte, donc, dans lequel on va trouver évidemment des commerces de voisinage, l'école et le parc. C'est vraiment le petit centre-ville, l'âme du projet, qui a été prévu à une distance là, de marche assez, 750 mètres à peu près. On ramasse à peu près l'essentiel du quartier, la grande densité du quartier. Donc, tout le réseau de mobilité, on va voir tout à l'heure, a été planifié de manière à ce que les gens, peu importe où ils se trouvent à l'intérieur du quartier, puissent accéder rapidement à ce pôle mixte. Bon, agrandit un peu le pôle mixte, on le voit mieux sur cette image-là. Donc, on retrouve là la rue Laure-Commune, la rue Chardonnay, donc l'école qui est existante, le parc Léonard-Commune à venir et le pôle mixte à venir. Puis quand je vous parlais tout à l'heure d'une placette, la placette, elle est prévue ici, à l'intersection de Laure-Commune et Chardonnay. Donc, cette placette-là va connecter avec le parc qui, lui, connecte avec l'école. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle notre pôle, notre centralité, il est là. Juste pour vous illustrer un peu là, à quoi on fait allusion quand on parle là, de la placette, c'est inspiré de la place Valois à Montréal. Je ne sais pas s'il y a des gens qui la connaissent. On est sur la rue, dans le secteur est de Montréal, Ontario et la rue Valois, justement. Donc, c'est l'inspiration. C'est un peu ce qu'on veut faire dans le plateau McRae, mais à l'échelle, évidemment, du plateau McRae. Donc, vous avez, en fait, c'est la même image, mais à 2 saisons différentes, si vous voulez.
Donc, on retrouve au centre la placette autour desquels gravitent deux bâtiments où on a un rez-de-chaussée qui est commercial, donc le restaurant, boutique, épicerie, donc tous les commerces de proximité, et aux étages du logement. Donc, c'est le même concept qui veut être répété au plateau McRae. J'ai juste une question en parallèle. Je veux juste clarifier parce que Mme Lefebvre va devoir quitter. Fait que je voudrais juste qu'elle puisse poser sa question. Comme ça, on va pouvoir finaliser puis on va essayer de restreindre parce que juste repréciser que c'est une modification, mais le secteur concerné est tout construit, là. C'est vraiment, on vient modifier, il est déjà construit. On vient ajouter la mixité du pôle commercial qui n'était pas. Il y a juste ce petit secteur-là, puis le parc, mais je veux dire, il n'y a pas de nouvelles rues qui vont être ajoutées et tout, là, parce que j'avais la question de savoir s'il y avait des nouvelles études de circulation ou consultation, mais on n'ajoute pas de rue, on vient juste apposer l'affectation commerciale et surtout bien situer le parc. Est-ce que. Exact. Parfait. Effectivement, clair en fait, pour moi, ce que la présentation vient vous dire, c'est qu'il y en a de prévus, ils ne sont pas là. On vous indique où ils vont arriver dans le temps. Parce que moi, j'ai pas eu hier soir, ce document-là, je l'avais pas là. Donc, Non, c'est ça, vous n'étiez pas là. Au début, il y a eu vraiment un problème au niveau de la chaîne d'approbation, fait qu'on n'a pas c'est ça. eu Donc les moi, je documents. découvre, puis Ouais. là, du coup, c'est pas clair là, sur quoi on travaille. Mais la zone dans laquelle on travaille est déjà construite à l'exception du secteur parc et zone commerciale. Là. OK. C'est tout, c'est ce qu'on voit Il me déjà. semblait que ça n'existait pas, mais OK, les résidences. OK. Je poursuis. Donc, c'était la place Valois à l'échelle du plateau McRae, si vous voulez. Donc, on a moins d'espace, donc ça serait moins grand, mais l'image, c'est juste pour vous donner là, le concept, à quoi ça pourrait ressembler. Il ne faut pas prendre pour acquis que l'image que vous voyez, que c'est ça qui va être fait. C'était vraiment juste pour vous montrer un peu l'ambiance qui pourrait se dégager de cet espace-là. Par rapport au parc et espaces verts, il y en a beaucoup. Là. Comme je disais, ça correspond à peu près à 27 du projet. Alors, on retrouve bien là, la fameuse colonne vertébrale verte que je parlais tout à l'heure, nord-sud, on la voit très bien. En vert pâle, c'est tout le réseau de parcs, là, nos zones REC. Et ce que vous avez en vert foncé, mais c'est des milieux humides qui sont protégés là, pour la plupart ou des bandes tampons qui sont présents. Au niveau de la mobilité, donc réseau piétonnier, réseau cyclable, c'est un quartier qui est très bien pourvu. On a déjà les deux sentiers multifonctionnels là, sur les deux boulevards, Monseigneur Fortier et Lionel Groulx. Le sentier est déjà là, aussi aménagé sur la petite rue Achille Beauchet du côté du plateau. Ce sentier-là, multifonctionnel, est prévu se prolonger pour revenir à l'intérieur du projet. Donc, dans un espace vert qu'on appelle la Grande Pilaine, là, qui est composé essentiellement de pins, pour venir rejoindre le sentier existant. Donc, éventuellement, ça va boucler. Donc, on va pouvoir faire une boucle là, à l'intérieur autour du projet du quartier McRae. La piste sentier multifonctionnel, qui a été rajoutée, c'est celui-ci sur l'Arconune. Donc, il y avait déjà un sentier, une piste cyclable existante sur le chemin Price. C'est ce sentier-là qui est poursuivi jusqu'à McRae. Donc, dans la phase ultérieure de développement du projet, peut-être qu'il y aura des liens, des connexions avec le plateau Saint-Joseph éventuellement lorsqu'on planifiera ça. Il y a déjà des réseaux existants sur McRae. Il y a tout un réseau également qui communique vers le parc André Vigée. En jaune, on voit c'est soit les passages piétonniers ou les trottoirs qui sont planifiés, en fait, pas planifiés, qui sont déjà existants dans le quartier. Donc, on voit que tous les trottoirs nous permettent d'accéder rapidement vers le noyau central du projet. STS, il est prévu depuis 2017 que l'autobus va rentrer à l'intérieur du projet.
Elle ne rentre pas aujourd'hui tout simplement parce qu'elle attend que des feux de circulation soient installés sur les boulevards. Elle ne veut pas couper le trafic. Donc, la journée où il y aura des feux de circulation sur les 2 boulevards, il est prévu que le circuit soit modifié de façon à ce que l'autobus puisse rentrer à l'intérieur du projet. Au niveau des typologies de bâtiments, il y a de tout, en fait, là, de la maison unifamiliale au jumelé, maison premier acheteur, deuxième acheteur, troisième acheteur, petit bâtiment multiplex, là, du 4 logements jusqu'au 100 logements. Les volumes, on part d'un étage à 10 étages qui est autorisé à l'intérieur du plateau McRae. Au niveau du zone de développement, le projet s'est réalisé là, conformément aux exigences réglementaires, c'est-à-dire que le rouge et le bleu, c'est principalement là où s'est concentré les phases existantes. Et il y a une partie du projet qui est dans le A, qui ne pourra pas être développée là, à court terme sans une modification au schéma et au règlement de zonage. Également, le projet est impacté par le plan nature. Donc, la partie verte ce que vous voyez à l'intérieur du polygone rouge touche le projet. Ils ont déjà leur CA pour détruire les milieux humides qu'on voit à l'intérieur du polygone rouge. Cependant, ils sont touchés ou impactés par la partie boisée. Ce qui pourrait dire qu'éventuellement, ça se pourrait qu'on ait à revenir devant la commission pour peut-être un autre jour modifier ce plan concept-là parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui les règles de demain au niveau de l'application des futures normes. Donc, voilà, ça fait le tour, en fait, essentiellement de la présentation que j'avais à vous faire. Donc, on vous recommande d'approuver ce plan-là. Donc, on vient abroger la résolution 2017 qui approuvait le projet. On la remplace par la nouvelle qui est celui-ci, dans lequel, bien évidemment, tout ce qui il reste encore, certains parcs et espaces-verts qui ne sont pas cédés à la ville. Là. La plupart des espaces sont cédés. Il en reste encore quelques-uns. Donc, la résolution prévoit que le promoteur devra nous céder l'ensemble de ces parcs et espaces verts-là. Et il y a également un petit milieu humide qui ne nous a pas encore été cédé, qui devra faire partie également des sessions. Merci. Je pense que c'est un parc qui est très attendu avec la population qui se développe de ce côté-là. Vous avez répondu à une de mes questions qui était vraiment par rapport au plan nature, comment on gère ça, le fait de redéposer, tout ça, mais je comprends que ça va être adressé à un autre moment où on aura des discussions pour voir comment on travaille ça pour respecter les engagements du plan nature. J'imagine, Mme Louz, que vous avez une intervention. C'est ça, c'est ça. C'était un dossier hyper attendu, en effet, là. Et ce que j'aurais aimé, c'est peut-être justement parce qu'il y a eu cette contrainte-là de dossier qu'on n'a pas eu le sommaire décisionnel. Fait que ça serait peut-être juste bien de montrer les 3 seuls changements qui ont été apportés par rapport à ce qui avait été approuvé en 2017. Je pense que ça serait intéressant pour nous aujourd'hui. Mais oui, c'est sûr que je suis favorable avec ce qui est proposé aujourd'hui. C'était même très, très attendu. Oui, M. Charon. Oui, juste une petite question. Votre pôle central, l'ambiance que vous voulez créer, il m'a l'air ciment un peu. C'est-tu quelque chose qui est permanent? Est-ce qu'il est déjà dessiné ça ou bien si Non, en fait, je vous ai l'image, c'était juste pour vous montrer l'ambiance qui pourrait se dégager, mais ça va être différent là, de ce qui va être fait dans le réel. Merci. Donc, juste pour préciser, on a bien le quorum à 3 membres. Donc, je vous demande, vous êtes donc favorable à la recommandation qui est d'effectuer les changements, la modification au plan concept de lotissement pour permettre justement la zone mixte, la bonne délimitation du parc, ainsi que le changement au niveau de la voie cyclable. Exact.
Vous êtes favorable? C'est parfait. Oui, je le veux. L'unanimité. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Donc, ce dossier-là, je cheminerai avec une recommandation favorable au conseil municipal. Désolée pour le débordement. C'était des gros sujets aujourd'hui. On avait beaucoup de dossiers à voir, mais merci d'avoir été avec nous et au plaisir de vous revoir. Le 5 octobre, juste préciser que ce n'est pas une séance régulière comme à l'habitude, c'est vraiment notre assemblée annuelle. Donc, on va faire le bilan de ce qui s'est fait à la commission depuis ses débuts, mais surtout, on va se tourner vers l'avenir pour voir la suite. Donc, il y aura des beaux échanges aussi. Les gens, autant citoyens, promoteurs, toute personne qui s'intéresse au développement du territoire est la bienvenue pour revenir exprimer sa vision pour la suite. On va avoir des beaux échanges. Ce sera dans le quartier Humano, donc dans le couvent des Sœurs de la Sainte-Famille sur la rue Galt-Ouest. Ça va se faire dans la chapelle, donc au 3e étage du bâtiment. Vous êtes les bienvenus, 5 octobre de 9h à midi, comme notre séance habituelle. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée.